Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire qui portera aujourd'hui sur les bornes de charge pour véhicules électriques, un de nos tout nouveaux systèmes didactiques que nous offrons chez Festo Didactique. En attendant de commencer le webinaire officiellement, pour laisser le temps à tous de se brancher, je vais vous présenter encore une fois l'interface rapidement de GoToWebinar pour ceux d'entre vous qui assistaient à l'un de ces webinaires pour la première fois. Donc, vous allez voir à la droite de l'écran, vous avez plusieurs onglets, des barres grises que vous pouvez ouvrir en cliquant sur le petit triangle blanc à la gauche de la barre. Et dans ces barres, il y en a deux d'intérêt particulier. La barre questions, dans laquelle on va vous demander d'écrire vos questions pour que nous puissions y répondre, puisque vous ne pouvez nous parler de vive voix. Donc, écrivez vos questions à cet endroit. Et mon collègue et ami qui est toujours avec moi encore ce matin, Gonzalo, va soit répondre directement à votre question si c'est une question qui ne s'intéresse qu'à vous. Et si c'est une question d'intérêt général, il va me relayer la question pour que je puisse y répondre. En passant, bonjour Gonzalo. Bonjour Christian. Merci encore d'être ici ce matin. Donc, ce matin pour nous, cet après-midi peut-être pour vous, si vous nous écoutez d'Europe ou de l'Afrique. Donc, voilà pour l'introduction de l'interface de GoToWebinar. Je vais maintenant demander à Gonzalo de vous envoyer un petit sondage pour savoir si c'est la première fois que vous participez ou non à l'un de nos webinaires. Ça me permet encore une fois d'adapter ma présentation. Et on commence à recevoir les réponses. Oui, je disparais de l'écran un instant. Il est là. Donc, principalement, ce sont des nouveaux ou des gens qui ont déjà participé? Principalement, ce sont des nouveaux. Bon, c'est très bien. Alors, dans ce cas, je vais procéder à la présentation générale de la compagnie très rapidement. Ne vous en faites pas, un petit 5 minutes au début pour nous situer. Puis, par la suite, on plonge dans le sujet comme tel, qui sont les bornes de charge pour véhicules électriques. Donc, si tu veux me donner la présentation, s'il te plaît, Gonzalo. Merci. Donc, quel sera le programme pour aujourd'hui? Tout d'abord, nous allons nous présenter qui est Festo Didactique, qu'est-ce que nous faisons. Ensuite, nous allons regarder rapidement la façon dont nous concevons nos solutions d'apprentissage que nous vous suggérons, pour ensuite tomber dans le sujet, le vif du sujet, qui sont les bornes de charge. Donc, on va d'abord regarder l'évolution de la demande pour ces bornes de charge, pour justifier l'importance d'avoir un système de formation à ces bornes de charge. On va voir qu'elles sont en croissance exponentielle. Ensuite, on va regarder à l'intérieur d'une borne de charge qu'est-ce qui se passe et l'interaction qui se passe entre la borne de charge et le véhicule électrique auquel elle est raccordée. Ensuite, on est suivi d'une petite démo. On va regarder rapidement aux différents composants qu'on trouve dans une borne de charge, des composants électriques, de sécurité et autres. Et finalement, on va regarder à la technologie RFID couplée aux bornes de charge pour autoriser ou non la charge d'un véhicule sur une borne verrouillée par identification RFID. Et on va voir aussi comment intégrer ces bornes de charge au réseau intelligent de distribution électrique, le Smart Grid. Ça va être suivi d'une démo. Et finalement, la dernière section du cours qui porte sur les bornes de charge traite de dépannage. Donc, on va regarder rapidement à ce que cette partie de cours comprend. Vous remarquerez que j'ai inscrit questions à la fin, mais ça ne veut pas dire que vous devez vous limiter, vous attendre à la fin pour poser vos questions. Vous pouvez les poser à tout moment et à intervalles réguliers, nous allons nous arrêter pour répondre à ces questions. Donc, très rapidement, une petite histoire de Festo Didactique. En 1925, M. Gottlieb Stoll, à Esslingen, en banlieue de Stuttgart, en Allemagne, évidemment, a fondé la compagnie Festo.
D'ailleurs, le STO de Festo vient de Stoll. C'est une concaténation de son nom avec le nom d'une autre personne, M. Fetzer. Donc, en 1925, il fonde cette compagnie pour produire des outils de travail du bois. 30 ans plus tard, en 1955, une nouvelle technologie commençait à apparaître un peu partout en industrie, la technologie pneumatique, et Festo a décidé de se concentrer sur cette nouvelle technologie, commencer à produire eux-mêmes des vérins pneumatiques et des systèmes de contrôle pneumatique pour leurs clients industriels. 10 ans plus tard, en 1965, Festo se rend compte que ces nouvelles technologies demandent une main-d'œuvre qualifiée qui est principalement absente. Donc, décide de partir une branche didactique à la compagnie qui se nommera Festo Didactique pour produire des systèmes de formation qui vont servir à former les techniciens de demain, justement, à ces nouvelles technologies. À la même époque, quelques années plus tôt, au Canada et aux États-Unis, une compagnie voyait le jour aussi, LabVolt, qui, elle aussi, s'est spécialisée dans la formation de systèmes didactiques, mais principalement dans le domaine du génie électrique. Et de 1965 jusqu'à 2014, ces deux compagnies ont évolué séparément. En 2014, il y a eu une fusion entre Festo Didactique et LabVolt pour unifier les portfolios d'offres de produits, de sorte qu'avec Festo Didactique, qui était plutôt spécialisé dans le génie mécanique et les automatismes, et LabVolt, qui était spécialisé plus en génie électrique, on avait une très large gamme de produits didactiques disponibles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2020, Festo Didactique est l'un des principaux fournisseurs de formation technique sur la planète. Les différents champs d'activité dans lesquels on retrouve nos systèmes de formation, automatisation des usines, évidemment, régulation de procédés, fluidique, donc pneumatique, hydraulique, les systèmes de construction, domotique, environnement et énergie renouvelable, électronique, énergie électrique, métiers industriels, communication et radar et climatisation, ventilation et réfrigération. Donc aujourd'hui, le sujet dont on traite, les bornes électriques, tiennent dans deux de ces domaines-là. On parle du système de construction avec les véhicules électriques raccordés au réseau électrique à la maison et évidemment, énergie, le réseau d'énergie électrique. Un petit mot à propos de nous. La photo que vous voyez à gauche, c'est le bâtiment dans lequel nous nous trouvons ce matin, duquel nous diffusons. Ce bâtiment est situé dans la ville de Québec, au Canada. Et c'est là où se trouvent les bureaux de Festo Didactique, la branche canadienne de Festo Didactique. Et c'est aussi là où se trouve l'usine qui fabrique les différents produits qui sont fabriqués au Canada pour Festo Didactique. À droite, complètement, c'est l'équipe de formation dont Gonzalo et moi faisons partie. Donc, justement, sur la photo de gauche à droite, vous avez Gonzalo. Au centre, François-Xavier, qui n'est pas physiquement avec nous ce matin, mais qui est branché, qui est en ligne avec nous. Et moi-même, Christian, complètement à droite. Finalement, au centre, c'est la photo de M. Mathieu Plourde, qui est le gestionnaire de produits pour cette ligne de produits de bornes de charge électrique. Donc, nous arrivons au design de solutions d'apprentissage. Comment nous faisons la conception de nos solutions d'apprentissage? Puisque nos systèmes sont faits pour être utilisés dans des laboratoires pour former des étudiants et développer de nouvelles compétences, nous nous assurons dès le départ, avant de concevoir notre système, qu'il va permettre d'atteindre ces objectifs d'apprentissage. Et c'est pourquoi on va d'abord commencer par questionner les professeurs, les spécialistes de l'industrie, nos propres experts chez Festo, puisque nous sommes aussi un fournisseur de solutions industrielles, pour leur demander quels devraient être les objectifs d'apprentissage pour ce nouveau système que nous voulons concevoir. Basé sur ces objectifs-là qui vont avoir été fixés, on va demander à nos rédacteurs techniques de rédiger des exercices de laboratoire qui permettent d'atteindre ces objectifs. J'attire votre attention sur le fait qu'à ce moment-ci, il n'y a toujours pas de système physique qui existe. On travaille purement dans le virtuel. Les rédacteurs nous fournissent une description d'exercices de laboratoire qu'ils souhaiteraient pouvoir réaliser. Basé sur ces définitions-là, nous allons écrire les spécifications de l'équipement, développer la stratégie du système d'apprentissage pour finalement construire le système d'apprentissage comme tel. Et à la toute fin, on va demander aux rédacteurs techniques de s'assurer que ce nouveau système qu'on vient de construire leur permet de réaliser tous les exercices qu'ils avaient prévus et de rédiger la version finale des manuels. Donc, vous comprendrez que de cette façon-là, vous êtes certain quand vous achetez un système de formation Festo Didactique qu'il va permettre
d'atteindre absolument tous les objectifs d'apprentissage qui étaient fixés et que le manuel va être parfaitement en ligne avec les exercices d'apprentissage et le matériel puisqu'il a été construit à la toute fin sur ces équipements. Voilà, maintenant on peut plonger dans le vif du sujet avec les bornes de charge en regardant tout d'abord l'évolution de la demande de ces systèmes. À partir de maintenant, tout ce que vous allez voir est extrait du manuel directement qui accompagne ce système. Donc, que ce soit la table des matières que vous voyez ici ou toutes les images que vous allez voir sont extraites du manuel. Alors, ce que je fais quand je prépare une présentation PowerPoint comme ça, j'extrais tout simplement certaines des images qui sont plus parlantes du manuel, mais sachez que le manuel contient beaucoup plus d'informations que ce que je présente dans le cadre de cette présentation. En passant, cette présentation est disponible pour téléchargement maintenant, si vous le voulez. Vous allez dans la section documents à partager ou documents à télécharger, je ne me rappelle jamais le nom de la section, dans l'interface GoToWebinar, et vous allez voir qu'il y a un document qui s'appelle borne de charge pour véhicules électriques, un PowerPoint, que vous pouvez télécharger dès maintenant. On va retourner à la présentation, s'il vous plaît. Donc, ce qu'on va regarder maintenant, c'est l'introduction, le contenu d'introduction. C'est ce que nous allons voir très rapidement dans les prochaines diapositives. Donc, premièrement, vous voyez cette image. Maintenant, c'est déjà rendu monnaie courante. C'est régulier où on va voir un véhicule qui est branché comme ça à une borne de charge électrique. Mais remettez-vous 10 ans en arrière, au début des années 2000 ou même en 2010, c'était de la science-fiction. Alors, il y avait très peu de véhicules. Les Tesla n'étaient même pas encore vraiment commencé à faire son apparition. On avait des véhicules hybrides, mais des véhicules hybrides branchables, il n'y en avait pas vraiment beaucoup. Donc, en 10 ans, on sait qu'il y a eu une explosion au niveau de la demande des véhicules électriques. Et ici, on regarde, excusez-moi, tout est en anglais, ma présentation est en anglais, mais sachez que ça existe, le manuel existe en français aussi. Donc, ce qui explique la popularité croissante des véhicules électriques, ben, plusieurs choses. Premièrement, ici, on voit comment le coût des batteries lithium-ion a varié au cours des années, de 2010 à 2017. Donc, on voit qu'on est passé de 800 € le kilowattheure à 100 € le kilowattheure. Donc, on a divisé par 8 le coût de production et d'acquisition de ces batteries. Et c'est pourquoi aussi les véhicules sont devenus de plus en plus performants et avec une portée de plus en plus grande. Donc, on voit en 2017 et 2018 la portée des véhicules, 135 km, 172, jusqu'à 499 pour la Tesla. Et on sait que maintenant, aujourd'hui, seulement 2 ans plus tard, on a déjà des véhicules qui ont des autonomies de 800 km. Donc, ça évolue très rapidement. On voit ici la croissance exponentielle du nombre de véhicules électriques à gauche au niveau planétaire, au niveau mondial. Donc, de 2010 à 2016, on voit vraiment que ça suit une courbe de croissance exponentielle avec de plus en plus de véhicules hybrides branchables, PHEV, Plug-in Hybrid Electric Vehicle. Et à droite, on voit l'évolution en parallèle du nombre de bornes de charge qui sont devenues disponibles. Donc, de 2010 à 2016, on se rend compte que ça aussi, de plus en plus, on a des bornes de charge rapides, qu'on appelle rapides, disponibles, et on va voir ces différentes technologies-là. Donc, évidemment, le nombre de bornes de charge suit la courbe exponentielle du nombre de véhicules électriques sur les routes. Et vous comprendrez donc qu'il y a un grand besoin d'installation de ces bornes de charge au cours des prochaines années, donc de techniciens qualifiés pour les installer, pour les dépanner, et c'est le but de ce système de formation, de former ces futurs techniciens. Quelques exemples de bornes de charge. À gauche, une borne de charge de type résidentiel qu'on va retrouver à la maison. Et à droite, plutôt commerciale. Et vous remarquerez que cette borne commerciale comporte 2 sorties. Une à courant alternatif, donc en général une borne de charge plus lente. Et à courant continu, borne de charge rapide de l'autre côté, pour pouvoir satisfaire plusieurs types de véhicules. Ce qui nous amène à notre système de bornes de charge pour véhicules électriques. Alors, je vais rester un instant sur cette diapo parce que j'ai le vrai système comme vous avez vu derrière moi, mais comme il est chargé de fils, je préfère utiliser la diapo pour vous présenter les différents modules. Donc, très rapidement, je vais vous montrer que nous avons tout ce qu'on retrouve normalement dans une borne de charge qui est caché à l'œil parce que tout est intégré, évidemment.
Donc, à la gauche, on a notre bloc d'alimentation qui est raccordé au réseau, au secteur, qui va alimenter notre contrôleur de charge qui est ici, qui est le cœur du système. Donc, le contrôleur de charge, c'est lui qui va communiquer. C'est ici qu'on va venir brancher les véhicules qu'on veut charger. Et c'est lui qui va communiquer avec ces véhicules et qui va évidemment transférer l'énergie aux véhicules selon un protocole donné. On a des modules de cadrans qui vont mesurer des énergimètres, qui vont mesurer la quantité d'énergie échangée avec le véhicule, soit en monophasé, soit en triphasé. Puis les modules de protection qu'on va retrouver dans toute borne de charge, évidemment. Donc, un module de RCD pour Residual Current Device, donc un module qui protège contre les fuites de courant, les fuites de terre. Ensuite, un disjoncteur qui va protéger contre les surtensions. Et finalement, notre contacteur à 4 bornes qui va permettre de fermer, de connecter finalement le contrôleur au véhicule quand toutes les conditions de sécurité sont présentes. Et on retrouve dans la deuxième rangée une réplique de ça finalement, mais pour une charge triphasée. Donc ici, protection contre courant de fuite de terre, mais triphasé. Même chose pour, je m'excuse, le cadran, l'énergimètre triphasé, la protection contre les courants de terre et notre disjoncteur triphasé et finalement notre contacteur. Et on retrouve la même chose en plusieurs exemplaires pour pouvoir, avec notre système, reconstruire les bornes de charge qu'on retrouve commerciales qui ont souvent 1, 2 ou même 3 sorties disponibles. Donc, on va pouvoir reproduire ça ici. Et à la droite, en bas à droite, on retrouve un module de charge résistive qu'on va utiliser pour simuler des batteries de différentes capacités et de différents niveaux de charge raccordés au circuit. Donc, on a préféré faire ça plutôt que de fournir des batteries comme telles que vous auriez eu à charger et décharger entre chaque exercice. Donc, c'est beaucoup plus facile avec des interrupteurs résistifs comme ça, de simuler une plus ou moins grande charge qu'on applique à notre borne électrique. Et finalement, à gauche complètement, le dernier module qu'on regardera ensemble aujourd'hui, notre module de carte RFID qui permet d'autoriser la charge ou non sur la borne de charge, dépendant si la carte nous donne accès ou non. Sur le contrôleur de charge comme tel, que vous voyez ici, vous allez voir qu'on a plusieurs bornes de contact et plusieurs commutateurs qui permettent de contrôler le fonctionnement. Mais principalement, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a deux connecteurs pour venir brancher 2 types de véhicules, soit un connecteur monophasé sur lequel qui représente la borne de charge, la charge que vous auriez disponible à la maison. Donc, vous brancheriez votre véhicule directement dans votre prise murale, ou une borne de charge plutôt commerciale, triphasée, qu'on va retrouver sur les bornes de charge commerciales. Donc, on va pouvoir monter les deux types de circuits. Et ici, dans le haut, vous avez un bornier qui permet de brancher les signaux de contrôle, finalement, du circuit, qui va nous permettre de déterminer si toutes les conditions de sécurité sont présentes avant de fermer le contacteur pour alimenter la borne de charge. On va voir ça un peu plus en détail. Un bouton qui nous permet de commencer la charge ou de l'interrompre, et quelques autres interrupteurs que je vous présenterai un peu plus tard. OK, là, on va passer à la caméra, s'il te plaît, Gonzalo. Donc, avec le système, on vous fournit 2 véhicules à charger. Évidemment, on aurait bien aimé vous fournir une Tesla avec le système, mais ça aurait eu un impact assez important sur le prix du système. Donc, on se contente de vous fournir ces petites simulations de véhicules électriques. Donc, tout d'abord, pour simuler un véhicule électrique branché à une prise monophasée, on va avoir ici ce petit bloc qui va tout simplement nous indiquer si le véhicule est en charge ou non et qui va nous permettre de raccorder une charge résistive pour pouvoir simuler un niveau de charge plus ou moins élevé sur notre véhicule. Tout ça est muni à l'autre bout d'une prise standard qui représente la prise que vous utiliseriez à la maison pour brancher votre véhicule électrique à votre prise murale. Donc, ça, c'est notre premier véhicule. Et on va voir que dans les protocoles qui sont utilisés pour communiquer avec les véhicules électriques, ce type de charge-là n'utilise aucun protocole de communication. C'est tout simplement, on branche le véhicule et le contrôleur de charge se trouve qui est soit
sur le câble que le manufacturier de l'automobile vous a fourni. Le contrôleur de charge se trouve dans le câble ou dans le véhicule électrique lui-même. Pour des systèmes un peu plus sophistiqués, on va retrouver notre véhicule qui, lui, représente un véhicule qui va se faire charger sur une borne semi-rapide, une borne triphasée. Ce n'est pas une borne DC, mais une borne triphasée. On va retrouver sur le côté ici 2 types de connecteurs. Donc, encore une fois, on peut brancher ce véhicule soit en monophasé ou en triphasé avec ce connecteur. Et pour ceux d'entre vous qui connaissent les connecteurs européens, vous allez reconnaître la forme du connecteur Mennekes ici, qu'on retrouve sur tous les véhicules électriques européens. Donc, ici, sur la façade, on va retrouver différentes commandes qui vont nous permettre de simuler le protocole de communication qui s'établit entre le véhicule et la borne de charge. Donc, on peut simuler différentes conditions de protection de mise à la terre, etc. Et on va, avec ces interrupteurs ici, on va pouvoir venir indiquer la capacité du câble électrique qui nous raccorde à la borne électrique. Donc, on va voir dans un instant comment normalement ça fonctionne, mais puisque nous vous fournissons un seul câble, il faut, avec ce seul câble, être capable de simuler des câbles de différentes capacités, et c'est ce qu'on va venir faire ici avec ces interrupteurs. Et puis finalement, ici, avec les 3 interrupteurs qui sont ici, on va pouvoir établir la communication entre le véhicule et la borne. Donc, le premier interrupteur va dire à la borne, je suis ici, je suis branché au bout du fil. Le deuxième interrupteur va permettre au véhicule de dire à la borne, je suis prêt à être chargé, vous pouvez envoyer la sauce. Et finalement, le troisième interrupteur est pour un véhicule qui est doté d'une batterie lithium-ion ventilée. Donc, pour indiquer que cette batterie est ventilée, ça demande un type différent de charge. Donc, cet interrupteur-là va être utilisé à cette fin. On peut simuler 2 types de charge, type 1, type 2. Ça revient à ce que je vous disais, type 1, type 2. Donc, ici, on va pouvoir déterminer quel type de charge. Et finalement, on a un point de raccord pour brancher un oscilloscope pour voir les signaux de communication qui s'établissent entre le véhicule et la borne. On va enlever le couvercle. Voilà. Regardons rapidement quelles sont les interactions entre un véhicule électrique et sa borne de charge. En passant, EVSE vient pour Electric Vehicle Supply Equipment. Donc, c'est la borne de charge elle-même. Bon, tout d'abord, vous devez savoir que, encore une fois, tout ça est tiré du manuel. Le manuel va en détail présenter dans le texte les descriptions de chacun de ces différents types de connecteurs, ces différents modes de charge, etc. Donc ici, je passe très rapidement là-dessus pour vous montrer que le niveau de détail dans lequel on va avec ce manuel. Donc, on présente les différents types de connecteurs qui sont utilisés à travers le monde, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe, le Yazaki en Amérique du Nord et au Japon, le Mennekes en Europe, le Scame en Italie. Malheureusement, il n'y a pas encore un standard universel. J'imagine qu'éventuellement, il s'en établira un. Et aussi les connecteurs pour les charges rapides en courant continu. Donc, ce ne sont pas les mêmes connecteurs. On retrouve les connecteurs de type Tesla et Shademo au Japon. Donc ici, à gauche, c'est le type Yazaki qui est utilisé en Amérique du Nord et à droite, le type Mennekes de connecteur qu'on retrouve en Europe. Et finalement, le combo 2 à gauche, c'est un combo entre le connecteur CC, les deux terminaux qu'on voit dans le bas, et le connecteur CA dans le haut. Différents niveaux de charge qui sont définis aussi dans la norme. Donc, niveau 1, qui est la charge qu'on retrouve à la maison pour une puissance inférieure à 3,7 kW. Le niveau 2 qu'on retrouve dans les charges, dans les bornes de charge commerciales qualifiées de lentes, donc situées entre 3,7 et 22 kW de puissance. Et finalement, les bornes de charge rapides, qui correspondent au niveau 3, normalement en CC la plupart du temps, qui nous permet d'aller jusqu'à 200 kW ou 150 kW, donc très, très rapide. On voit aussi les différents modes de charge, donc il y a 4 modes de charge qui sont définis, qui définissent une
puissance maximale avec des connecteurs, de type de connecteurs requis pour supporter ces différents modes de charge-là. Donc, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, mode 1 ou mode 2, ce qui est supporté par notre véhicule, notre simulateur de véhicule. Ici, on voit les différents temps de charge qui sont requis en fonction du mode qu'on utilise. Donc, mode 1 et 2, on parle de 6 à 8 heures ou 3 à 4 heures pour charger 100 km d'autonomie. Évidemment, ça varie d'un véhicule à l'autre en fonction de la capacité totale de la batterie. Plus la batterie a une grande capacité et plus elle est vide, plus elle se charge rapidement au début. Et vers la fin, la charge ralentit quand on s'approche de la capacité maximale de la batterie. Mais c'est une moyenne ici, donc 3 à 4 heures. Et si on passe en mode 3, on passe à 1 à 2 heures. Et finalement, mode 4, en courant continu, vous voyez qu'on peut baisser à 10 minutes pour recharger en grande partie une batterie. C'est plus que 100 km dans ce cas-ci. En 10 minutes, une batterie bien déchargée peut se charger à presque 80% de sa capacité aujourd'hui sur une borne de charge rapide. Qu'est-ce qu'on retrouve dans un connecteur mini-caisse? On retrouve 7 terminaux, 5 de puissance et 2 de commande basse tension. Donc, les 5 terminaux de puissance, comme vous voyez, on retrouve évidemment les 3 lignes de notre tension triphasée, L1, L2, L3, le neutre et la mise à la terre au centre. Dans le haut, on retrouve les 2 terminaux de commande. Donc, un terminal qui s'appelle PP pour Proximity Pilot. C'est à travers ce terminal que le véhicule va indiquer à la borne de charge qu'il est présent. Donc, au bout du fil, il y a un véhicule qui est branché. Il y a un signal qui va être envoyé sur cette borne-là. La borne CP pour Communication Control Pilot c'est laquelle le fil sur lequel va circuler le signal de commande qu'on va voir dans un instant. Et justement, avec ces signaux de commande, quelles sont les informations qui vont être échangées? C'est des informations de statut. 6 statuts qui peuvent être communiqués à travers ce signal de commande. A, pour dire que le véhicule n'est pas branché, donc on va voir que ça correspond à un signal constant de 12 volts. B, le véhicule est branché et prêt à être chargé. Le signal devient un signal pulsé qui varie entre plus 9 volts et 12 volts. C, le statut C, le véhicule est en charge. Le signal change de forme aussi, d'amplitude. D, le véhicule est en charge, mais c'est une batterie ventilée, donc le signal change aussi. E, il n'y a pas d'énergie électrique disponible. Et finalement, F, il y a une erreur. Donc, ce sont les différents signaux qui peuvent s'échanger. On voit des exemples ici. Alors, à gauche, le signal qu'on obtient quand il n'y a aucun véhicule de branché. À droite, dans le milieu, le véhicule est branché et prêt à être chargé. Donc, vous voyez que l'amplitude maximale du signal pulsé ici est de 9 volts, alors que quand le véhicule commence sa charge, la tension maximale atteinte par notre onde carrée ici est de 6 volts. OK, donc on va maintenant procéder à notre premier exercice, première petite démo. Voici, pas tout de suite. Voici le circuit que j'ai réalisé, qui est branché en arrière de moi. Donc, en fait, c'est une partie du circuit qui est branchée en arrière de moi. Donc, vous voyez qu'on va partir du contrôleur de charge et comme ça va être une charge monophasée, vous voyez qu'on va se brancher à la prise monophasée. On a seulement besoin d'une phase de notre contrôleur de charge. Donc, on va se brancher à une phase qui va passer à travers notre protection contre les courants de fuite pour ensuite traverser le disjoncteur, pour ensuite se rendre à une des phases du contacteur à 4 pôles, pour finalement revenir à notre connecteur sur le contrôleur de charge qui va alimenter le véhicule. Donc, vous comprendrez que tous ces dispositifs ici dans le centre sont là pour assurer la sécurité du lien électrique entre la borne et le véhicule. Notre contrôleur de charge contient à la fois la source de courant et la sortie de courant pour le véhicule. Je vous ai parlé de signaux de commande. Donc, ça, c'est les connexions de puissance ici, où la puissance électrique va être transférée. Alors qu'ici, on a nos signaux de commande. Donc, on voit que partant des borniers dont je vous parlais de faible puissance qu'on retrouve sur le contrôleur de charge, on va se raccorder aux sorties normalement ouvertes ou normalement fermées de nos contacteurs, de nos dispositifs de protection de fuite de terre et de disjoncteurs,
qui va permettre au contrôleur de savoir l'état de chacun de ces dispositifs. Est-ce que le dispositif est déclenché? Est-ce que la protection est déclenchée ou le dispositif est disponible et engagé? Donc, basé sur les signaux que le contrôleur reçoit de ces différents dispositifs, il va pouvoir enclencher ou non la charge du véhicule. Ce que vous voyez ici, c'est l'interface du logiciel qui nous permet de communiquer avec le contrôleur de charge. Maintenant, je vais transférer à la vraie interface de ce logiciel et après ça, on fait la démonstration. Donc, vous voyez ici que je suis dans mon navigateur. Je suis branché directement à travers cette adresse à mon contrôleur de charge qui est raccordé par une connexion filaire à mon ordinateur ici. Et ça me permet de communiquer et de configurer ce contrôleur de charge. Donc, ça, c'est l'interface qui est fournie par la compagnie Walter qui produit le contrôleur de charge que nous utilisons dans notre système de borne de charge pour véhicules électriques. Donc, vous avez vu que notre contrôleur de charge comprend deux sorties, deux prises pour brancher les véhicules. La prise 1 située à gauche et la prise 2 située à droite qui est en monophasé. Et ici, on peut voir l'état de chacune de ces deux bornes-là. On va voir aussi qu'on a une section installation ici qui va nous permettre de venir définir les paramètres de nos bornes de charge. Donc, le courant maximal disponible à chacune des bornes, le mode disponible à chacune des bornes de charge, est-ce que le dispositif de protection RFID est installé ou non, etc., etc. Donc, tous les paramètres de commande de notre borne de charge peuvent être définis ici. Je reviens ici à cette interface et je vais demander maintenant à Gonzalo de me fournir un picture-in-picture, s'il vous plaît, là-dessus. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc, là, vous allez voir que présentement, mes deux bornes de charge m'indiquent qu'un véhicule doit être branché. Il n'y a pas de véhicule disponible. Donc, je vais commencer par venir brancher ici mon véhicule monophasé que je vous indiquais tout à l'heure, qui est notre simulateur de véhicule monophasé. Je me rapproche ici. Alors, voilà. Je vais venir le brancher dans la borne de charge monophasée qui se trouve ici. Et vous allez voir l'état changer à l'écran. Voilà. Alors, vous voyez que ça me dit que le véhicule est prêt à être rechargé et je pourrais déclencher la charge en tournant le commutateur qui est ici ou bien en cliquant sur le bouton Start Charging de l'interface logicielle ici. OK? Donc, vous remarquerez qu'avec une communication, une charge monophasée comme ça, il n'y a vraiment pas de chichi. On branche le véhicule et tout de suite, ça nous dit que le véhicule est prêt à être rechargé. Sans communication supplémentaire entre les deux, parce qu'évidemment, le câble d'alimentation monophasé ne permet pas à aucun signal de communication d'être échangé. Je vais vous montrer qu'est-ce qui arrive quand je commence la charge du véhicule en tournant l'interrupteur qui est ici. Alors, vous voyez que maintenant, ça me dit que la charge est en fonction et il va m'indiquer aussi la quantité d'énergie échangée depuis le début de la charge avec le véhicule. Alors, sachez que présentement, on est en mode simulation pour ce qui est de la quantité d'énergie échangée parce que le contrôleur de charge ici supporte deux modes, soit qu'on simule qu'on charge le véhicule le plus rapidement possible ou bien on va aller lire réellement la quantité d'énergie qui est mesurée par notre énergimètre pour indiquer la vraie quantité d'énergie à l'écran. Mais là, ici, présentement, on est en mode simulé et ça m'indique que j'ai déjà 0,03 kWh d'échanger avec le véhicule depuis le début de la charge. Maintenant, pour ce qui est du véhicule triphasé, je vais faire la même chose. Je vais le brancher à ce bout-ci à mon véhicule. À l'autre bout, je vais venir le brancher à ma prise triphasée. Voilà. Et là, vous allez voir que pour l'instant, il ne se passe rien. La raison pour laquelle il ne se passe rien, c'est que dans le cas du véhicule triphasé, comme je vous expliquais, c'est un peu plus complexe. Il faut que le véhicule commence par indiquer à la borne qu'il est présent. Et c'est l'interrupteur qui est ici qui sert à ça. Donc, avec cet interrupteur, je viens indiquer à la borne que je suis bien branché à l'autre bout. Oui, alors ça, pour voir ce qui se passe, il faudrait que je regarde à l'oscilloscope, en fait. Permettez-moi de brancher mon oscilloscope.
Et je vais demander à Gonzalo de me faire un gros plan ici. Donc, premièrement, je vais débrancher le véhicule. Je vais recommencer. Je débranche le véhicule. Alors, vous voyez que quand il n'y a aucun véhicule de branché, le signal de communication qui circule entre la borne et le véhicule, ben, c'est rien. On a 0. OK? Si je branche le véhicule, on monte à un signal de sortie de 12 volts qui dit, OK, il y a un véhicule de branché, donc il y a un signal maintenant qui circule, sauf que le signal me dit qu'il n'y a pas encore vraiment de véhicule prêt à charger. OK? Parce qu'on a vu qu'à 12 volts, c'est véhicule disconnected. Alors, avec le premier interrupteur ici, je vais pouvoir indiquer, si tu veux revenir, je vais me tasser peut-être ici pour qu'on puisse voir les deux en même temps. Voilà. Donc, avec le premier interrupteur, le véhicule va venir dire qu'il est présent. Et vous voyez que le niveau, donc on passe à un plus 9 volts plutôt qu'un plus 12 volts. Avec l'interrupteur suivant, on va venir indiquer qu'on est prêt à être chargé. Le véhicule dit, d'accord, vous pouvez commencer à charger. Et vous allez voir que le signal devrait commencer à... Ah, il va falloir que j'enclenche la charge ici. Non, normalement, je devrais avoir quelque chose immédiatement ici. Que se passe-t-il? Je suis bien en type 2. Je suis pas sûr que je suis alimenté ici. OK, ça c'est bon, ça c'est bon. Oui, mais mon signal de l'oscilloscope, c'est pas ce que le signal me dit à l'oscilloscope. Alors là, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. Normalement, je devrais avoir... OK, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. OK, excusez-moi, on reprend ça. OK, donc, véhicule présent. Véhicule prêt à charger. Non, il y a un petit problème là. Pourtant, mon RFID n'est pas supposé être enclenché. Non, OK, non, je m'assure de ça, là. Ça ne fonctionne pas. Ici, il me dit, OK, please connect vehicle. Je le branche. Bon, l'effet démo. Ça ne fonctionne pas. Murphy's Law. Murphy's Law, toujours. Ouais, j'ai bien peur que je vais être obligé de relancer mon contrôleur. Il s'est passé quelque chose de pas normal. Bon, je recommence. Et en attendant, je vais continuer à progresser parce que quand on relance le contrôleur, comme c'est quelque chose qui normalement avec un vrai contrôleur n'arrive pas à tous les jours, c'est très rare qu'on a besoin de relancer un contrôleur. Ça prend quelques minutes pour la séquence de démarrage. Donc, pendant que ça va avancer, je vais vous continuer dans le PowerPoint et nous allons revenir dès que ça va être disponible. Désolé pour ce petit contretemps. Donc, je reviens à ma présentation ici. Un petit peu, je n'étais pas déjà en présentation. Oui, ici. Voilà. Donc, voilà, je vous parlais des paramètres de configuration du système qu'on retrouve ici. C'est présenté en long et en large dans le manuel, évidemment. Et ici, on vous présente l'autre circuit qu'on peut brancher pour alimenter un véhicule en triphasé. Donc, en fait, maintenant, je vais regarder justement, si tu peux me redonner la caméra, Gonzalo, s'il te plaît, les connexions que j'ai faites ici pour réaliser le circuit que je vous montrais. Donc, très rapidement, ici, j'ai mon circuit monophasé. Alors, vous allez voir que je vous disais qu'en monophasé, on a besoin de seulement une des phases de notre contrôleur de charge. Donc, partant de la phase 1 ici, je vais me rendre avec ce câble ici. Non, ça, c'est pas le bon. Celui-ci. Non, excusez-moi. Oui, j'ai le cavalier directement ici. Donc, de la phase 1 de mon contrôleur de charge, je m'en vais à mon énergimètre ici, qui mesure l'énergie
échanger avec le véhicule. De l'énergimètre, je m'en vais à la protection avec le cavalier ici, à la protection contre les courants de fuite, à mon disjoncteur et finalement à mon contacteur 4 pôles qu'on retrouve ici. Donc, rendu au contacteur 4 pôles, je ressors du contacteur, phase 1 et neutre, pour revenir à ma prise ici, monophasée, qui alimente la prise auquel je viens brancher mon véhicule. Donc, c'est vraiment le circuit de protection qu'on vient de voir. Ça, c'est pour les signaux, pour la puissance. Et pour les signaux de commande, on retrouve ces différents fils ici dont je vous parlais qui vont aller se brancher, comme je vous disais, aux sorties normalement ouvertes ou normalement fermées de chacun de mes dispositifs de protection pour permettre au contrôleur de charge de déterminer l'état de chacun de ces dispositifs de protection-là. Et basé sur cet état, d'enclencher ou non la charge. Donc là, j'ai encore une faute ici. Là, c'est... Ah oui, parce que là, je n'ai pas ça ici. Pourquoi me donne-t-il une faute? Est-ce qu'il y aurait un fil qui se serait débranché quelque part? Ça, c'est bon. C'est bon. OK. Ça, ici, n'est pas alimenté. Ça vient ici. Ça semble être bon. Ah ben ça, c'est très ennuyeux. Oui. Oui, vas-y. Donc, oui, les matériaux, c'est en français ou c'est sur le système. Et oui, c'est un système qui est marqué CE. On a une autre question, Gonzalo? Oui, dans la deuxième question, je vais répéter la réponse. Oui, on a tous les matériaux en français pour ce système. La deuxième question, si le système est marqué CE, oui, c'est le système marqué CE. Et la dernière question qui vient d'arriver, c'est si on peut utiliser l'acquisition de données qu'on a dans le système EMS pour remplacer l'oscilloscope. La réponse est partielle. Il y a une partie que oui, on peut utiliser pour certaines des connexions qu'on a les câbles de 4 mm, mais pour la sortie des simulateurs de voiture Walter, qui a un câble BNC, on doit utiliser l'oscilloscope standard, car notre data acquisition n'a pas de câble BNC. Donc, dans ce cas, oui, il va être nécessaire d'avoir déjà un oscilloscope standard ou incorporer un oscilloscope avec un câble BNC. Je pense qu'on peut continuer. Le contrôleur de charge semble avoir repris ses esprits. Je pense que j'avais été trop rapidement pour le réinitialiser tout à l'heure. Donc, vous voyez qu'ici, sur le contrôleur de charge, on voit la lumière. Alors, vous remarquez qu'on a deux sorties. Chacune dispose de ses propres indicateurs. Donc, ici, celle monophasée clignote pour m'indiquer qu'il y a un véhicule de branché et qu'il est prêt à être chargé. Alors que ici, la borne me dit tout simplement prête à connecter un véhicule.
Donc, je recommence. Si tu peux baisser un peu la caméra, s'il te plaît, Gonzalo, pour qu'on puisse voir le véhicule ici. Donc, je vais maintenant brancher le véhicule. J'ai déjà branché le fil ici. Je branche le véhicule comme ça. Voilà. Et maintenant, avec l'interrupteur, voilà. Là, ça fonctionne comme prévu. Donc, avec l'interrupteur qui est ici, je viens d'indiquer, OK, un véhicule est branché à l'autre bout du fil et ça se met à clignoter pour indiquer qu'on va pouvoir commencer la charge. Le deuxième interrupteur vient dire, d'accord, je suis prêt à recevoir la charge. OK? Et normalement, si l'oscilloscope veut bien nous indiquer ça. Donc, le signal a baissé effectivement à 6 volts ici. Et maintenant, si je démarre la charge, il y a une erreur. Il y a une erreur dans le circuit. Bon, j'ai l'impression qu'il y a un fil qui a été débranché, puis là, il faudrait que je revoie tous mes branchements. Il y a dû avoir quelqu'un qui a joué avec le circuit depuis que je l'avais monté, malheureusement. Et là, je n'ai pas le temps de faire le dépannage complet de ça. Bon, c'est bien malheureux tout ça. Je vais quand même pouvoir vous présenter la suite qui était le RFID, là, parce que ça, je n'ai pas besoin de la borne triphasée. Mais, ouais, c'est malheureux tout ça. Pourquoi il clignote-t-elle? Non, pas activé. Parfait. Donc, je suis vraiment désolé. Sachez qu'il y a un webinaire, il est en anglais, qui a déjà été enregistré où tout a bien fonctionné. Donc là, je ne sais pas pourquoi, j'ai un petit problème ici avec, je pense que parmi ces nombreux fils, il y en a un quelque part qui a dû être débranché. Et puis comme je dis, là, ça serait plutôt long à faire le dépannage. J'ai regardé rapidement, ça semble bon, mais de toute évidence, il y a un problème. C'est comme si mon neutre n'était pas branché au bon endroit. Puis, ça, je me suis assuré que c'était bien fait. Donc, désolé, je vais poursuivre la présentation pour ne pas bloquer ici. Normalement, ça fonctionne très bien. Alors, on passe à la présentation. Voilà. Donc, dans ce chapitre-ci, on présente les différentes composantes qu'on retrouve normalement dans une borne de charge électrique. Donc, le contrôleur de charge qu'on retrouve à l'intérieur de notre gros boîtier, c'est celui-ci, vous voyez, de marque Walter. Et c'est un contrôleur qui, comme vous le voyez, dispose de 2 sorties, donc peut commander ou charger 2 véhicules simultanément. On retrouve aussi notre contacteur 4 pôles, le disjoncteur triphasé, la protection de mise à la terre, le Energy Meter, le énergimètre. Et finalement, ici, on vous présente en détail les connexions qu'on retrouve à l'intérieur de ces circuits de commande-là. Donc, à gauche, vous avez le véhicule électrique, ce qu'on retrouve à l'intérieur du véhicule électrique, avec les différentes résistances et diodes requises pour les différents signaux de commande, pour déterminer l'état de charge. On retrouve au centre le câble et vous voyez que dans le câble, on retrouve à chaque extrémité une résistance qui est branchée entre notre broche de Proximity Pilot dont je vous parlais et la broche de mise à la terre. Donc, cette résistance-là vient indiquer à la borne de charge la capacité électrique, la ampacity, comme on dit en anglais, donc la capacité de courant qui peut être transporté sur le câble. Donc, il y a des câbles qui sont bons pour du 32 ampères, du 16 ampères, du 48 ampères. Donc, cette résistance-là va venir indiquer la capacité du câble à la borne de charge, de sorte que la borne de charge va pouvoir déterminer si le véhicule qui est branché peut recevoir le courant maximal que la borne peut envoyer. Et si ce n'est pas le cas, la borne va tout simplement refuser d'envoyer le courant pour ne pas faire surchauffer le fil. Et finalement, ici, à l'intérieur de la borne de charge, on retrouve le contrôleur lui-même et c'est ici qu'on voit que les signaux de commande peuvent passer d'un plus 12 volts, d'une tension DC continue à une tension pulsée en fonction de dans quel mode on est rendu.
manuel passe à travers chacun des signaux de commande pour indiquer chacune des composantes de ce branchement pour indiquer comment ça fonctionne. Et on présente aussi un cycle de charge normal. Donc, ici, plus 12 volts, aucun véhicule n'est branché. Plus 9 volts, un véhicule vient d'être branché et est prêt à être chargé. Un véhicule vient d'être branché. Le véhicule est prêt à être chargé. Donc, on commence un signal pulsé. Le véhicule commence à être chargé. Et finalement, vous voyez ici, la largeur des pulses change. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, quand la largeur des pulses change? Ça veut dire que la borne de charge indique au véhicule qui est branché à l'autre bout qu'elle ne peut pas lui fournir le courant maximal que normalement elle pourrait lui fournir. Donc, ça vient indiquer le courant maximal que la borne peut envoyer au véhicule électrique et on va voir pourquoi dans un instant. Donc, comme je vous disais ici, les différents événements dont je viens de vous parler sont décrits en détail dans le manuel. Et justement, quelle est l'information transmise par le rapport cyclique, le duty cycle de notre onde pulsée? Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'en fonction de la valeur de ce rapport cyclique-là, on va envoyer différentes informations. Premièrement, si le rapport cyclique est inférieur à 3 ça indique que ce n'est pas permis, la charge n'est pas disponible. Entre 3 et 7 même chose, la charge est disponible seulement s'il y a une communication numérique qui s'établit avec le véhicule. Plusieurs cas d'espèces, mais le plus important, c'est celui-ci qu'on retrouve la plupart du temps. Quand le rapport cyclique se situe entre 10 et 85 le courant maximal que la borne peut envoyer est égal à ce rapport cyclique multiplié par 0,6. Donc, par exemple, 50 fois 0,6, ça correspondrait à un courant maximal de 30 ampères. D'accord? Donc, c'est ainsi que la borne indique au véhicule le courant maximal disponible. Pourquoi on a ces dispositifs-là? C'est on va voir dans un instant, l'intégration au réseau intelligent. Donc, ici, vous voyez le rapport cyclique qui change justement en fonction de cet état de fait. Alors, pourquoi on doit envoyer un courant plus ou moins grand? Bien, c'est pour pouvoir s'intégrer à un réseau intelligent, ce qu'on va voir dans un instant. Premièrement, ici, je vous présente le protocole de communication RFID, le protocole de déverrouillage RFID qui est utilisé sur plusieurs bornes commerciales. Donc, le système de formation ici permet de créer plusieurs cartes avec chacune un code différent et d'autoriser certaines cartes à accéder à la borne de charge tout en interdisant d'autres d'accès. Et ceci se fait à travers l'interface ici, encore une fois, web, qui nous permet de venir dire, OK, toutes les cartes qui font partie d'un certain groupe sont autorisées à utiliser la borne de charge, sauf certaines cartes qui font partie de ce groupe-là qu'on peut interdire comme ça, et finalement, certaines autres cartes qui peuvent faire partie d'autres groupes, etc., qu'on va approuver individuellement. Donc, tout ça nous permet d'autoriser un certain nombre de cartes, et une fois qu'une carte est autorisée, elle va permettre de déclencher la charge, alors que c'est l'inverse autrement. Je vais vous montrer ça dans un instant, c'est la dernière partie de la démo. Et finalement, ici, ce que je vous disais, c'est que le Smart Grid est capable de communiquer avec chacune des bornes de charge sur le réseau pour lui indiquer, à cause des conditions actuelles de surcharge du réseau électrique, etc., que chaque borne ne peut bénéficier que d'une certaine puissance électrique. Et cette communication-là se fait à travers un code binaire à 2 chiffres, okay, 2 bits, qui va nous permettre de venir indiquer à la station, à chacune des stations de charge, chacune des bornes de charge, le courant maximal qu'elle peut utiliser. Alors, le cas idéal, c'est où il n'y a pas de limite. 0,0, ça veut dire à la borne de charge, tu peux utiliser le courant maximal pour lequel tu es défini. Si on envoie le code 0,1, on vient couper presque de moitié le courant maximal que les bornes peuvent utiliser. C'est les bornes les plus puissantes. 1,0, on coupe encore plus. Et finalement, 1,1, on vient vraiment couper le courant disponible aux bornes de charge. On simule ça dans notre système. Si tu veux me redonner la caméra, s'il te plaît, Gonzalo. Dans notre système, on permet de simuler ça à l'aide des 2 interrupteurs qu'on retrouve ici sur le contrôleur de charge. Donc, ça ici, ça correspond aux signaux que la borne pourrait recevoir du réseau électrique qui lui indique le courant maximal disponible. Donc, avec ces interrupteurs, on est capable de simuler notre code binaire à 2 chiffres et la borne de charge va s'adapter en fonction de ça. Dernière chose que je veux vous montrer, c'est que je vais enclencher
la protection RFID. Donc, je retourne dans mon interface logicielle ici et je m'en vais dans la section Installation pour indiquer que je vais m'assurer que je suis bien en communication ici. Pour m'assurer que, pour indiquer plutôt, je m'excuse, que RFID est maintenant installé dans cette borne de charge. Avec le nombre de fois que locking. Ah, je pense que je viens de trouver mon erreur. Le câble n'était pas assez enfoncé. Il vient de recommencer sa séquence de démarrage. Le câble n'était pas assez enfoncé, puis le système n'était pas capable d'enclencher le système de verrou pour empêcher le fil d'être débranché. Alors, normalement, vous savez que dans les bornes vont s'assurer qu'un véhicule a fini de charger avant de pouvoir le débrancher ou dans d'autres conditions pour empêcher un nouvel utilisateur d'arriver et de débrancher un véhicule qui est déjà branché. Il y a un système de verrouillage. Et je crois que mon fil n'était pas suffisamment enfoncé pour permettre au système de verrouillage de s'enclencher. C'est ce qui a causé l'erreur qu'on avait depuis tout à l'heure. Le système est en train de se réinitialiser. Et là, je devrais pouvoir vous finir ma démonstration. Si c'est le cas, on va finir en beauté. Donc, je ramène ça comme ça ici. Mon oscilloscope, je le rallume. Donc, on a ça sur écran, s'il te plaît, Gonzalo. Merci. Donc, vous voyez ici mon oscilloscope. Gonzalo, s'il te plaît. L'oscilloscope. Donc, on reprend la démonstration. Maintenant, je suis bien indiqué comme étant prêt. Ah, voilà, là, ça fonctionne. Bon, je m'excuse, je viens de trouver la source d'erreur. Donc, premier interrupteur, le véhicule dit « D'accord, je suis prêt à être chargé ». On passe à un signal de crête maximum 9 volts. Deuxième signal lui dit « D'accord, je m'excuse, je suis au bout du fil, maintenant je suis prêt à être chargé. » Et non, la charge est commencée, je m'excuse parce que j'avais déjà tourné mon interrupteur ici. Donc, on voit que j'ai un maximum de 6 volts ici, ce qui indique que mon véhicule est en charge. Et encore une fois, je vous rappelle que le rapport cyclique indique le courant maximal qui peut être tiré de ma borne. Ici, avec les interrupteurs, vous allez voir que je peux changer la forme d'onde. Alors, oui, si on peut reculer un petit peu, avec les interrupteurs. Alors, le Smart Grid envoie le signal à la borne de charge pour lui dire le courant maximal vient de diminuer. Alors, vous voyez que la largeur d'onde a changé, ou comme ça ici, ou finalement, quand les deux interrupteurs sont activés, les deux bits à 1, alors on est vraiment dans une situation où un courant minimal peut être tiré de la borne de charge. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer ici. Et finalement, mon RFID, je ne suis pas sûr qu'il est en fonction. Je pense que ça n'a pas fonctionné tantôt. Non, c'est ça, parce que le système n'était pas prêt à recevoir ma commande. Donc, je recommence. J'arrête ma charge ici. Voilà. Je retourne à mon installation ici. J'installe la protection RFID. Il faut souvent se rebrancher. Encore une fois, ces systèmes-là ne sont pas conçus pour être intégrés à un système didactique. Ce sont des systèmes qui sont conçus pour être configurés une fois, puis on n'y touche plus pendant des années. Donc, des fois, la mise en communication est un petit peu plus difficile. Voilà. Donc, maintenant, RFID est installé, ce qui fait que si je veux redémarrer la charge, maintenant, ça ne devrait pas fonctionner. Donc, je tourne l'interrupteur ici et vous allez voir qu'il n'y a rien qui se passe. Si tu peux me redonner la caméra, s'il te plaît, Gonzalo. Donc, vous allez voir que même si j'ai tourné l'interrupteur, la charge ne débute pas parce que maintenant, on attend plutôt une commande du lecteur de carte RFID. Donc, je prends ma carte ici que j'ai configurée pour être autorisée sur la borne. Et voilà, la charge commence. Donc, mon véhicule se charge. Je reviens à mon véhicule. Je vais arrêter la charge si elle n'est pas complétée. Je représente ma carte et la charge s'arrête.
Et un autre utilisateur arrive, il laissait sa carte, il n'est pas sûr s'il est autorisé sur cette borne-là ou pas, il laissait sa carte, il n'est pas autorisé, la charge ne peut pas commencer. Donc, vous voyez qu'on peut définir comme ça plusieurs cartes faisant partie de différents groupes avec différents codes d'accès pour autoriser ou non la charge. Bon, comme je dis, finalement, tout est bien qui finit bien. J'ai réussi à présenter ce que je voulais. Il restait une dernière petite section sur le dépannage dans le manuel. Donc, sachez que la dernière section du manuel est consacrée à la mise en service d'une borne de charge, des tests qui doivent être effectués pour être certain que l'isolation électrique est la bonne, que la résistance à la terre est minimale, etc. Donc, il y a plusieurs tests qu'on indique aux techniciens comment faire les tests, à l'aide de quel équipement. Et finalement, la dernière section est sur le dépannage. Donc, la majorité de nos systèmes qui s'adressent à des techniciens comme ça comprennent toujours des interrupteurs de faute, des interrupteurs de panne qu'on va pouvoir utiliser, que le professeur va pouvoir utiliser pour insérer des pannes dans le circuit. Donc, ici, si je me débranche, vous allez voir qu'en arrière, ici, on a un petit panneau verrouillable que l'enseignant va pouvoir ouvrir à l'aide de la clé. Et en arrière de ce panneau, on a plusieurs interrupteurs qui permettent de venir insérer des fautes, des pannes dans différentes parties du circuit. Donc, l'enseignant va faire ça et va demander à l'étudiant de trouver la source de la panne, pourquoi le véhicule ne se charge pas, qu'est-ce qui se produit. Et c'est à l'aide de cette technologie que l'étudiant va réussir à apprendre, développer les bonnes habitudes de dépannage, savoir par où commencer et dans quel ordre. Est-ce qu'on a d'autres questions, Gonzalo? Non, à date, on n'a pas de questions. Ben, ça termine la présentation pour aujourd'hui. Je m'excuse encore une fois pour les petits problèmes techniques qu'on a eus. Donc, ça vous permet de voir en même temps que le système est très bien conçu, que toutes les conditions sont vérifiées comme dans un vrai système, dans une vraie borne, évidemment. C'en est une. C'est un vrai contrôleur de charge qui est à l'intérieur, commercial. Donc, dans ce cas-ci, notre système ne fonctionnait pas parce que le véhicule était mal branché. Si j'étais allé à mon ordinateur avant, je l'aurais vu parce que quand je suis arrivé à l'ordinateur, j'ai vu que le signal qui était indiqué, c'était qu'il y avait un problème de locking fault. Donc, c'est quand j'ai vu ça que j'ai compris ce qui se passait. Alors, on n'avait pas d'indication ici sur la face avant, mais à l'écran de l'ordinateur, on nous indiquait quel était le problème. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Gonzalo, de m'avoir secondé encore une fois. Et je vous dis à la prochaine. Consultez notre programme de webinaire pour les semaines qui viennent. On en a encore quelques-uns qui viennent jusqu'au début décembre sur les séparations 3 phases, radar et est-ce qu'on revient avec les... non, je pense que c'est ça. Radar et séparateur de phase, séparateur 3 phases dans l'industrie pétrochimique. Donc, merci encore et à la prochaine. Vous allez recevoir un enregistrement demain de ce webinaire. Merci, au revoir.